Les métaux et les alliages non ferreux sont tous les métaux qui ne contiennent pas du fer ou bien avec une faible teneur du fer, pourcentage inférieur à 1% en général. Alors sont appelés des métaux non ferreux. Alors, ils sont répartis généralement en métaux lourds et en métaux légers. Des métaux lourds, sa masse volumique supérieure à 4% et les métaux légers, sa masse volumique inférieure à 4 grammes par centimètre cube. Alors, ils sont pour la plupart non magnétiques. Alors, c'est ça pour les métaux non ferreux. La famille des métaux non ferreux est plus diversifiée par rapport celle des métaux ferreux. Elle inclut tous les métaux et les alliages qui ne contiennent pas de fer, comme j'ai dit, et on retrouve principalement des métaux tels que non ferreux, tels que l'aluminium, le cuivre, le tétane, le nickel, ce sont des métaux semi-précieux. Et nous avons aussi d'autres métaux précieux, tels que l'or, l'argent, le platine. Tout ça, c'est des métaux précieux. Et nous avons d'autres métaux normaux, tels que le zinc, l'étain, le plomb, le chrome et plusieurs d'autres métaux non ferreux. Alors, pour ces métaux, alors, les alliages non ferreux ou bien les métaux non ferreux ne restent pas moins utilisés pour certaines et leurs propriétés spécifiques. Alors, parmi les propriétés, ils ont une masse volumique faible. Donc, généralement, une masse volumique faible, telle que l'aluminium et d'autres métaux, sauf que le cuivre et le plomb, par exemple, qui sont lourds. Alors faible, relativement faible en général par rapport au glacier qui contient, qui est égal à 7,8. Alors des propriétés électriques, une bonne propriété électrique et thermique aussi, et une bonne résistance à la corrosion et de l'oxydation. Alors, ça, c'est pour les métaux non ferreux, coûtent souvent plus cher par rapport aux aciers et ils ont une tendance à être choisis pour leur attribut unique plutôt que pour les façons dont ils peuvent se comporter comme l'acier. Alors, nous avons un poids plus léger et aussi une meilleure conductivité, une meilleure résistance à la corrosion aussi, et des propriétés non magnétiques qui sont des métaux non magnétiques et la tradition et une valeur décorative sont quelqu'un des raisons qui justifient le choix d'un métal non ferreux. Alors, ces métals, malgré le coût de revient plus élevé, alors on cite par exemple l'aluminium et ses alliages, le cuivre et ses alliages, le zinc et ses alliages, et comme j'ai dit, le nickel, le plomb, l'étain, le chrome, etc. Ça, c'est pour les métaux non ferreux. Alors, cette figure représente quelques métaux, quelques applications des métaux non ferreux, des robinets chromés par exemple, en aluminium chromé, en cuivre par exemple, des pièces de monnaie en cuivre, pour la vaisselle, alors coûteux. Euh, Argenterie, les engrenages par exemple, les instruments de musique ici. Donc tout ça c'est en cuivre, en métaux non ferreux. Voici quelques exemples, quelques applications. Ça c'est le chrome pour le zinc par exemple, etc. Vous pouvez consulter ce lien ici pour plus de détails. Certains métaux non ferreux sont très recherchés étant donné leur rareté. Avant que la fabrication de l'aluminium, par exemple, ne soit largement répandue, l'aluminium étant un métal de luxe utilisé dans la vaisselle haut de gamme.
Toutes sortes de métaux spécieux sont coulés toutefois dans la fonderie traditionnelle de moulage en sable. Donc ça c'est pour l'aluminium. Alors je vais citer quelques métaux non ferreux et ses propriétés et leur application. Alors je commence d'abord par l'aluminium. Alors, tout dépend de la disponibilité et l'utilisation de l'aluminium. Alors, aujourd'hui, l'aluminium est très répandu. Cependant, à l'époque, il est récent aussi. Cependant, à l'époque, l'aluminium, c'était un métal de luxe. Imaginez, il était plus cher que l'or. Alors, en 1887, à l'époque de Napoléon III, troisième, donc c'était plus cher que le fer. Dans la vaisselle, ils ont utilisé de l'aluminium. Alors, il était découverte récemment, c'était en 1825. Donc, comment c'est de bauxite. Il ne se trouve pas à l'état pur dans la nature, l'aluminium. Alors, il faut le traiter par électrolyse. Électrolyse de bauxite, le Al2O3. Voici le Al2O3, le bauxite d'aluminium. Donc, on fait le traiter par électrolyse. Alors, parmi les propriétés de l'aluminium, il est léger. Donc, nombre atomique est égal, le Z est égal 13 et sa masse molaire est égale 27 grammes par centimètre par mole et sa densité qui est égale 2,7 grammes par centimètre cube. Alors, sa densité ou bien sa masse volumique est léger, très léger et représente l'un tiers du fer. Et du cuivre aussi. On va parler par la suite du cuivre. Alors, sa structure cristalline est cubique à face centrée. Sa structure cristalline est cubique à face centrée. Et sa couleur, bien sûr, elle est blanc-gris. Blanc-gris, parfois, donc blanc-grise. La couleur blanche-grise. Alors, pour la température de fusion est basse. Donc, sa température de fusion est égale à 660 degrés Celsius. Donc, comme j'ai dit, il est léger. Il est aussi ductile et résiste à la corrosion. Il a une bonne résistance à la corrosion, donc parce qu'il forme une couche de passivation, une couche qui s'appelle couche de passivation. C'est le biais donc pour éviter la réaction avec l'oxygène. Donc il est très répandu comme j'ai dit dans l'écorce terrestre, représente 8% d'écorce terrestre. Donc il est le troisième élément disponible. Le troisième élément disponible après l'oxygène et le silicium. L'aluminium a une bonne conductivité électrique et thermique. Alors, conductivité électrique représente 2 tiers de cuivre, 0,6% de cuivre. Il est aussi parmi les propriétés très importantes, c'est qu'il est recyclable. Donc là, il est recyclage, donc il peut être recyclé de nombreuses fois sans être altéré. Donc il est recyclable. L'aluminium est formulé pour une mise en forme par des formations plastiques de corréage. Alors, corréage, en arabe, on dit corroyé. Déjà, il y a parmi les types d'aluminium, aluminium corroyé, c'est-à-dire mutawi'. Mutawi' en arabe ou bien ma'moul. Donc, on peut forger à chaud de barres et des lingots et des tôles. Donc, il y a des formations plastiques à chaud et à froid, telles que, c'est-à-dire le laminage, le pliage, tout ça, c'est les procédés de fabrication. Donc, il est corroyé. Donc, des familles de, par exemple, le AA 1000, 2000, 3000, à 5000, 2000, par exemple le 2000, il y a une addition de cuivre. C'est l'aluminium plus des traces de cuivre et de magnésium.
Pour le AA4000, c'est l'addition de silicium, de cuivre et de magnésium. 6000, c'est l'addition de magnésium et de silicium. 7000, c'est de zinc et de magnésium aussi. Donc ça, c'est la normalisation ou bien la désignation des alliages de l'aluminium. Donc pour les types, comme j'ai dit, nous avons un type d'alliage corroyé, c'est-à-dire à forger et de laminer, la mise en forme de moulage. Nous avons aussi de fonderie, mise en forme de moulage frité, c'est-à-dire le fritage, powder métallurgie, la métallurgie de poudre. Donc, on peut le friter par une pression, etc. Et de corrosion, aluminium de corrosion, il a une bonne résistance à la corrosion si on ajoute le magnésium. Et ici, il contient de chrome. Donc, ça, c'est pour l'aluminium en grosso modo. Cependant, ses propriétés mécaniques sont faibles, sont mauvaises. Il a une mauvaise propriété mécanique, notamment le module de Young est faible. Son module de Young est faible, donc égal 77 gigapascal. Donc la résistance maximale, la résistance élastique, l'allongement, etc. Donc il a une mauvaise propriété mécanique. En grosso modo, on peut dire aujourd'hui que l'aluminium est très répandu. L'aluminium résulte pourtant de découvertes relativement récentes, alors récentes par rapport à l'acier, par rapport au cuivre par exemple. Et c'est, comme j'ai dit, c'est le deuxième métal le plus utilisé dans l'industrie, donc après le fer, soit l'acier ou bien la fonte. Mais malgré cet usage courant, alors on peut encore le considérer comme un métal demi-Nobel ou bien semi-Nobel. Alors pour estimer les propriétés d'aluminium, comme j'ai dit, celui-ci est le plus souvent utilisé sous forme d'alliage et non pas pur. Généralement, on n'utilise pas l'aluminium pur. En fonderie, on lui associe d'autres métaux en quantité minimale afin de renforcer certaines propriétés, notamment les propriétés mécaniques. Alors, le grand avantage, comme j'ai dit, de l'aluminium est de pouvoir servir de base des alliages capables de répondre aux besoins les plus exigeants en matière de résistance à la déformation et de sécurité ou de solidité. Alors, ce qui explique son utilisation de plus en plus généralisée. Comme vous voyez, il y a plusieurs utilisations des alliages d'aluminium dans l'aéronautique, dans l'aérospatial, dans les avions, dans les voitures. À titre d'exemple, l'Audi, la voiture Audi A, donc il a un grand pourcentage fabriqué par l'aluminium. Des canettes, des canettes de bouteilles. Alors, composants fabriqués par extrusion. Extrusion en arabe, c'est le bethaq. Alors, vous pouvez consulter cette référence et voici quelques exemples. Les châssis des voitures de l'aluminium, tout ça, les avions, par exemple, l'Airbus A300 fabriqué en aluminium, et plusieurs, des bateaux, des fils électriques, soit en cuivre ou bien en aluminium, des canettes, comme j'ai dit, les portes, les fenêtres, comme vous voyez aujourd'hui dans notre vie quotidienne. Donc, on utilise très souvent l'aluminium pour son aspect, pour le poids, il est léger, par une bonne résistance à la corrosion, tout ça. Et aussi dans le secteur aéronautique et aérospatial et l'automobile, comme j'ai dit. Alors, c'est aussi l'un des métaux le plus léger, comme j'ai dit, et plus malléable. Donc, il est malléable et peut-être dans l'industrie le plus utilisé après l'acier, comme j'ai dit.
Et en effet, sa densité est d'environ, donc il est léger, et ses propriétés font que l'aluminium est un matériau très pratique pour concevoir, à installer les équipements robustes et légers sur mesure. Donc ça, c'est pour les applications de l'aluminium. Je voudrais ajouter une chose, c'est que pour le laminage, on peut l'arriver jusqu'à des lingots et des tôles très très minces, jusqu'à très fines, de quelques millimètres, ou bien quelques millimètres, tels que les papiers en aluminium. Donc le laminage d'Erfele, donc c'est des laminoirs pour diminuer l'épaisseur de la tôle de l'aluminium ou bien quel que soit le métal. Donc on peut arriver jusqu'à quelques millimètres des tôles, des lingots jusqu'à les papiers de l'aluminium. Alors ça c'est pour l'aluminium. On passe maintenant au cuivre. Le cuivre, copper en anglais, donc nuhas. Alors, selon ce nom, il revient de l'île de Cyprus, Jazirat Kobros. Selon le nom, c'est un nom latin, donc il est très ancien, donc est un élément chimique de symbole Cu bien sûr. Il est un peu lourd puisque sa masse volumique est égale 8,3 jusqu'à 8,9 et sa température de fusion qui est égale 1084 degrés Celsius et sa masse molaire qui est égale 63,54 grammes par mol. Alors le cuivre, sa structure cristalline et cubique à face centrée et voici de la nature l'oxyde plutôt le cuivre. Donc généralement ce métal de couleur rouge doré ou bien rouge parfois orangé. Donc il était utilisé par l'homme très tôt au cours de son histoire. Donc il est très ancien. Alors généralement dans la nature, on trouve le cuivre sous forme de sulfure de cuivre, donc sulfure de cuivre, et sa teneur en cuivre est de 1%. Alors, l'affinage par électrolyse, donc pour l'extrait de cuivre par électrolyse, donne du cuivre de grande pureté qui est appelé cuivre électrolytique et le seul utilisé en électrochimique. Alors c'est ça pour le cuivre. Il a une très bonne ou bien une excellente conductivité électrique et thermique très très élevée. Donc excellente conductibilité électrique et thermique. C'est le deuxième meilleur conducteur de chaleur et d'électricité après l'argent. Donc, mais puisque l'argent est cher, donc on utilise généralement pour les fils électriques, on utilise le cuivre. Il a aussi une bonne propriété résistance et capacité de déformation. Donc, il a une bonne teneur à la corrosion, bonne teneur en corrosion, pardon. Alors, ici, comme vous voyez, donc ce ne réagit pas avec l'eau, mais réagit lentement avec l'oxygène de l'air en formant une couche d'oxyde. Donc voilà, sa température est un peu élevée, qui est égale 1084, une bonne résistance à la corrosion, donc un peu résistant la rue, donc sur le sel. Donc pour la soudabilité, donc il est soudable et aussi d'autres propriétés mécaniques, physiques et électriques. Domaine de l'électrochimique, on utilise dans le domaine de l'électrochimique des fils électriques et d'électricité, des fils d'électricité, les bobines, les monnaies par exemple, tout ça, des instruments de musique comme vous avez déjà vu, les statues en Europe surtout,
des instruments en musique, des statues. Alors, pardon, je vais annuler. Alors, je vais commencer maintenant. Oh là là. Donc, c'est ça pour le cuivre. Alors, le cuivre, généralement, s'applique principalement aux conducteurs électriques. Alors, ça, c'est pour les propriétés. Juste une petite remarque, c'est que on ne peut pas remplacer le cuivre par l'aluminium, parce qu'il a une bonne propriété, mais en soudabilité et une bonne flexibilité et sa grande conductibilité. Donc, c'est pas forcément de remplacer le cuivre par l'aluminium. Nous avons plusieurs types de cuivre. Donc, le cuivre à faiblement allié, c'est du cuivre plus 1% de chrome pour les électrodes de soudage par point. Et nous avons l'étang. L'étang, c'est quoi? C'est de cuivre et de zinc. Le cuivre et de zinc, ça nous donne l'étang. Il a une bonne hygiénabilité, bonne collabilité, une bonne résistance mécanique. Il est ductile et résistant à la corrosion. Généralement, on utilise pour les engrenages et pour les brassages, notamment le soudage en aluminium. Et pour le bronze c'est quoi? C'est du cuivre et de l'étain. Le cuivre de l'étain nous donne le bronze ou bien le cuivre jaune. Alors il a une bonne collabilité et une mauvaise hygiénabilité. Et pour la fonderie, est utilisé pour les monnaies, les pièces en monnaie, les robinets, les cousinets, etc. Nous avons d'autres types, cupeaux d'aluminium, cuivre plus l'aluminium, et cupro, nickel, c'est du cuivre plus nickel, et maillot short ici plus de zinc. Alors il a une bonne ductilité, résistance mécanique et résistance à la corrosion, et il s'utilise pour les monnaies aussi et les articles ménagers, scientifiques, les clés, etc. Alors on passe directement sur le zinc, donc le Zn, le symbole chimique. Alors, son aspect ou bien sa couleur est blanche, parfois blanche et grise, et blanc bleutré, blanche bleutrée. Voilà, bleutre, c'est-à-dire un peu de bleu, et nombre atomique est égal 30, et aussi sa masse atomique est égale soit environ 65 grammes par mol. Et sa densité, il est un peu lourd, sa densité qui est égale 7,1 grammes par centimètre cube, et sa température de fusion environ 420 degrés Celsius. Donc, et sa structure est hexagonale compacte, C sur A, qui est égal environ 1,85. Alors ça, c'est pour la structure cristalline. Alors, il a une bonne résistance mécanique, des bonnes propriétés mécaniques, et diminuer sa pureté et créer une couche de protection protectrice en présence de l'humidité. Donc, il a une bonne résistance à la corrosion et difficilement déformable à froid. Et généralement, on utilise le zinc pour corniches, toitures, les toits, gouttières et des piles sèches, et notamment galvanisation. La galvanisation, généralement, on utilise l'aluminium, le zinc pour la galvanisation. Plus de 50% de son utilisation, c'est pour la galvanisation et la production du zinc destinée à la galvanisation de l'acier, par exemple, pour la fabrication de peinture, pour la fabrication des fils électriques. Donc, يستعمل في الطلاء في les batteries, البطاريات الجافة, donc les piles, parfois dans les châssis de voitures, des électroménagers aussi. Donc il a une excellente résistance à la corrosion atmosphérique, donc contre la corrosion, très corrodable. Alors on utilise généralement comme sacrifice. Donc on utilise dans les bateaux par exemple un alliage de zinc
pour sacrifier, pour protéger le bateau. Donc la surface de bateau, le métal du bateau, donc on utilise comme sacrifice. Alors, il a une conductivité électrique et une excellente coulabilité, donc il est coulable et avec un prix raisonnable de faible coût par rapport à d'autres métaux précieux et sous forme des alliages zinc, aluminium, de fonderie par exemple. Alors ici, si on ajoute l'aluminium va améliorer la coulabilité du zinc. Alors, ça c'est son utilisation de Zamac, les coules en coquille sous pression, donc les alliages de fonderie uniquement avec l'aluminium comme j'ai dit et des additions de cuivre et de magnésium. Donc c'est ça, améliorer la dureté à la limite de la rupture si on ajoute, il contient de cuivre et de magnésium. Alors les types de Zamac et Kayam. Donc, pour le premier, bonne fluidité, il est fluide, collable et permet l'obtention de petites pièces complexes. Alors, pour Kayam, elle a une bonne dureté, une dureté plus élevée et résistance à l'usure. Sa résistance à l'usure est plus grande, utilisée pour l'outillage de presse, matrice, poinçon ou des moules. Ça, c'est pour l'aluminium et comme j'ai dit, généralement, on l'utilise surtout pour la galvanisation. Alors, pour l'alliage de tétane, symbole chimique Ti, et sa nombre atomique est égal à 22, donc sa masse molaire environ 47,86 grammes par mol, donc sa masse volumique est égale à 4,51 grammes par centimètre cube. Il est relativement léger, donc il est entre l'acier et l'aluminium, donc est relativement léger, surtout par rapport au rapport de la densité et les propriétés, notamment mécaniques. Sa température de fusion est un peu élevée, est égale à 1670 et généralement on utilise pour l'aéronautique et l'aérospatiale. Nous avons deux secteurs très importants pour l'utilisation des alliages de tétane dans l'aéronautique et l'aérospatiale et aussi dans le biomédical. C'est un matériau biomédical. On utilise dans les implants des dents, dans les implants de l'or, dans le corps humain, parce qu'il est parmi les propriétés, comme j'ai dit, donc il est biocompatible avec le corps humain et il a une bonne résistance à la fatigue, une bonne résilience très élevée et une bonne résistance à la corrosion. Donc, c'est ça, on utilise aussi dans les turbines à gaz, dans les turboréacteurs, dans les pompes, les tuyaux, des billes, des blindages, des rats, et les prothèses, la denterie, etc. Donc, les canins de golf, dans le sport en général, les articles de sport, horlogers, les lunetteries. Donc le cadre des lunettes يعني النظارات يعني في النظارات وفي الساعات. Donc ça c'est pour les alliages de tétane. Donc il est aussi, c'est un métal de promesse, donc wa'id. Il y a plusieurs applications dans le futur pour les alliages de tétane, mais son coût est relativement un peu élevé, donc il est un peu cher. Alors pour le plomb, symbole chimique Pb, donc il est lourd, nombre atomique est égal à 82 et la masse volumique est égale à 11,35 grammes par centimètre cube. Sa température de fusion est basse, qui est égale à 327 degrés Celsius, et sa structure cristalline est cubique à face centrée et la densité, j'ai dit qu'il est lourd. Résistance à l'eau et à l'air et aussi à l'acide sulfurique
Donc, il a une protection de câbles électriques, l'utilisation du plomb dans l'industrie chimique comme de revêtements anti-corrosion, la protection contre les radiations, par exemple les rayons X, on utilise du plomb parfois, et le plomb de chasse, les alliages anti-friction pour cuisiner, il est plomberie, les batteries, etc. C'est ça l'utilisation du plomb. Alors, je vais ajouter juste une chose, le magnésium. Le magnésium, c'est le métal le plus léger. Le plus léger, donc le nombre atomique est égal à 12 et sa masse molaire ne dépasse pas le 1,8 g par centimètre cube, donc il est très très léger. Sa structure cristalline est hexagonale et sa température de fusion qui est égale à environ 600 degrés Celsius. Donc, il est très léger. C'est ça l'avantage de magnésium. Il est malléable aussi. Et il a une excellente combinaison de propriétés mécaniques et de résistance à la corrosion. Et aussi, il est la coulabilité, il est coulable, donc la mise en forme, le moulage, etc. Mais aussi, il est ductile et inflammabilité, donc il est inflammable, donc voici, nous utilisons généralement, par exemple, dans les gentaillages de la voiture, et donc sa couleur est blanche grise métallique, sa couleur blanche grise. Et donc il est très cher, il est un peu cher, mais on trouve qu'il est brittle, donc hèche. Il est un peu toxique, il y a une réactivité, réaction chimique, donc on peut le considérer comme il est toxique. On l'utilise aussi dans l'industrie automobile, l'aéronautique, l'électronique et les feux d'artifice. C'est pour cela qu'on a dit qu'il est inflammabilité, donc inflammabilité, donc donc des caméras, on l'utilise dans des caméras, c'est ça la structure de magnésium, il est lié à magnésium de silicite, c'est ça. Donc c'est ça pour le magnésium. Donc, il est ici, il a une bonne résistance au feuillage, il a une bonne résistance aussi à la corrosion atmosphérique. Donc, mieux que l'acier, mais ce n'est pas mieux que l'aluminium. Alors, provoque la corrosion rapidement pour fabrication des anodes sacrificielles. Alors, c'est ça pour le magnésium en général, qu'il est malléable, c'est-à-dire qu'on peut le réaliser les procédés de fabrication tels que le laminage, le forgeage et le laminage, pliage, tout ça, c'est les procédés de fabrication. Donc, mais il est difficilement de mettre en forme à froid par des formations plastiques. Donc, ça, c'est pour le magnésium. Nous avons aussi, j'ai pas mentionné ici, mais nous avons aussi, avec le magnésium, nous avons le manganèse. C'est autre chose. Le manganèse, c'est le Mn. Ici, c'est le Mn. Alors, sa masse, nombre atomique est égal à 25 et la masse molaire qui est égale à 54,9 ou bien 55 grammes par centimètre cube. Et sa température de fusion est un peu élevée, qui est égale à environ 1246 degrés Celsius. Et elle est découverte en 18e siècle, en 1774 si je me souviens bien, et la masse volumique est égale à 7,4. Donc c'est pas la même chose, magnésium et manganèse. Donc faites attention. Manganèse aussi, sa couleur est blanche argentée. Donc sa couleur est blanche argentée. Alors il y a aussi le tungstène.
Nous avons aussi le tungstène, a été découvert en 1781, si je me souviens bien, l'essentiel en 18e siècle par un chimiste suédois s'appelle Charles. Alors, la propriété la plus importante, c'est que sa température de fusion qui est égale 3410 degrés. C'est le métal sa température de fusion le plus élevée. C'est pour cela qu'on les utilise dans les ampoules, par exemple. Dans les ampoules, on utilise le tungstène, fil de tungstène. Alors, nous avons aussi d'autres métaux tels que le nickel. Le nickel, c'est un métal blanc, le Ni. De 28, nombre atomic number 24, 28, et sa masse volumique est égale à 8,9, donc il est lourd, et sa température de fusion un peu élevée, environ 1455 degrés Celsius, et sa masse molaire qui est égale à environ 59 ou bien 58,7 grammes par mol. Donc il est un peu lourd, mais la disponibilité, c'est le 28e par la disponibilité, donc il n'est pas disponible. Nous avons aussi le chrome, sa disponibilité est le 24e élément, donc sa masse molaire qui est égale 52 grammes par centimètre cube, et généralement on utilise de 85% dans l'industrie chimique et aussi pas avec les aciers et on l'ajoute pour la résistance à la corrosion, et sa température de fusion est très élevée aussi. Le chrome, sa température de fusion environ 1907 degrés Celsius. Ça, c'est pour d'autres métaux. Je peux parler aussi de l'étain. Donc l'étain plus le cuivre, plus le cuivre, donc sa masse nombre atomique est égal à 50, sa masse molaire est égale à 118,7, et sa densité ou bien la masse volumique est égale à 7,31 grammes par centimètre cube. Généralement, on l'utilise pour les semi-conducteurs et l'industrie de l'électronique, etc. Nous avons aussi des métaux réfractaires qui s'appellent des métaux réfractaires. Réfractaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont une température de fusion élevée et ils ont une bonne résistance à haute température. Généralement, je l'utilise dans le fliage, dans le turbine à gaz. Par exemple, les ferros à base de niobium, de molybdène, de cobalt, etc. Et des superalliages à base de nickel, de cobalt, etc. Donc les superalliages et les métaux réfractaires. Vous avez aussi les semi-conducteurs tels que le silicium, le germanium, etc. Donc tout ça, c'est un module déjà, un module de semi-conducteur. Vous avez déjà l'utilité normalement. Et nous avons les métaux nobles, comme j'ai mentionné auparavant. C'est l'or, l'argent, l'or, le platine, etc. Et ces propriétés qui sont malléables et ductiles, et concernant l'électrique, une bonne électricité, ils ont utilisé à l'époque pour comme des monnaies anciennes et des ouverts d'art. Alors c'est ça pour l'or 79. Le nombre atomique, ρ, la densité qui est égale à 19,3, il est très lourd, et sa température de fusion environ 1064 degrés Celsius, et la masse atomique est égale à 196,96 grammes par centimètre cube. Pour l'argent et aussi, donc nombre atomique est égal à 107, et ρ, la densité qui est égale à 10,5 grammes par centimètre cube, donc il est aussi lourd, et sa température de fusion environ 962 degrés Celsius, et le nombre atomique, donc nous avons tout ça des métaux nobles. Alors je passe maintenant au prix des alliages. Je vous donne une idée sur les prix des alliages.
Alors, ce graphe représente le prix des alliages. Donc, les fontes et les aciers ont un prix donc abordable, donc donc un bon prix de marché. Par contre, donc ici c'est de l'unité, c'est pas en dollars ou bien ou bien en monnaie, mais en unité. Donc la fonte et les aciers, et puis les aciers faiblement alliés et les aciers fortement alliés. Les aciers inoxydables, c'est un peu cher. Donc ici, vous voyez que la fonte parfois moins cher que l'acier et parfois plus cher. Ici, plus cher, ici, moins cher. Pour l'alliage de zinc, un prix raisonnable. Il est un peu cher les alliages de l'aluminium. Le cuivre aussi, actuellement, il est un peu cher. Et les alliages de tétane, comme vous voyez ici, c'est très cher. On peut le comparer aussi avec les polymères. Ça, c'est le polymère. Donc, ce tableau montre les propriétés des aciers, du cuivre, de l'aluminium, les aciers inoxydables et les aciers au carbone. Alors, pour résumer, comme j'ai dit, alors la densité la densité de l'acier, donc elle est faible, donc sa densité, donc c'est un inconvénient, donc il est lourd, pardon, pour les aciers, donc c'est un inconvénient en rouge ici pour les aciers et pardon. Donc la densité, donc c'est un inconvénient. Lorsqu'on met moins, ça veut dire que c'est un inconvénient. C'est pas faible, c'est inconvénient plus avantage. La densité, il est lourd, donc c'est un inconvénient, et ici un peu inconvénient. C'est un avantage pour l'aluminium, on a dit qu'il est égal à 2,7, donc le 1 tiers de l'acier et du cuivre. Pour les dilatations linéaires, donc ici, deux fois plus, donc très avantageux. Ici nul, et c'est moins pour l'aluminium. Et pour l'acier au carbone, c'est un peu avantage. La conductivité électrique, donc bien sûr, très bonne conductivité électrique pour l'aluminium, 3 fois, et pour l'acier, donc excellente, et ici bonne. Et ici, on peut dire qu'elle est mauvaise conductivité électrique. Ferromagnétique, c'est seulement les aciers qui sont ferromagnétiques. Le cuivre, l'aluminium et les autres métaux généralement ne sont pas ferromagnétiques, ne sont pas attirés par un aimant. La rigidité, le module de Young, comme ici. Donc j'ai détaillé ici le module de Young. Ici, le module de Young de l'acier de cuivre, de l'étain, de l'aluminium, de tétane, et l'on compare avec d'autres matériaux non métalliques. Alors, la rigidité, le module de Young est très élevé pour les aciers et un peu élevé pour le cuivre et très faible pour l'aluminium. Il a une mauvaise propriété mécanique. Pour l'essai de traction, voyez ici, donc pour l'acier au carbone, c'est mieux. L'allongement à la rupture et la fabrication haute température, donc ici pour les aciers. Donc, ça peut résister à haute température. Sa température de fusion est un peu élevée. Donc, c'est nul pour le cuivre et faible pour l'aluminium. La basse température et la résistance à la corrosion, comme j'ai dit. Donc, ça, j'ai mis une bêtise. Donc, 2 fois plus, c'est pas 3 fois. Donc, pour l'acier inoxydable, on peut le considérer qu'il a une bonne, pas excellente, mais une bonne résistance à la corrosion. Par contre, l'acier au carbone, il a une très très faible résistance à la corrosion. L'aluminium, bien sûr, il a une bonne résistance à la corrosion, comme j'ai dit. Donc, parce que il forme une couche de passivation. Il y a une affinité avec l'oxygène. C'est la même chose pour le tétane, par exemple. Il a une affinité avec l'oxygène. Alors, ça donne le module de Young, comme vous voyez, l'acier de construction, l'acier inoxydable, la fonte, l'étain, l'aluminium, le cuivre, le tétane et d'autres métaux non ferreux. Donc, par exemple, pour les aciers, c'est environ 210 gigapascales
au lieu de mégapascal, 210 mégapascal jusqu'à 350 à 700 gigapascal, oui, 700 gigapascal pour les aciers durcis ou les aciers inoxydables. Pour la fonte, entre 83 à 170, tout dépend le type de la fonte, gigapascal. Pour les temps, 100 gigapascal jusqu'à 130. Pour l'aluminium, elle est faible, donc environ 70 gigapascal. Le cuivre, 125 à jusqu'à 195 gigapascal. Et pour les tétanes, environ 115 gigapascal. Donc, c'est ça pour les propriétés des métaux, notamment les matériaux métalliques, le fer, l'acier ou bien la fonte, l'aluminium, le cuivre, le zinc et d'autres métaux. Alors, je vous donne les références que j'utilise. Alors, c'est ça, Material Science and Engineering pour William Calistel, Introduction to Solid State Physics pour Charles Kittel, il existe en français, même en arabe, et de Caso. Donc, c'est la liste des références que je l'utilise et je vous conseille de le consulter, même de consulter mon modeste livre ici. Et n'hésitez pas de me contacter par email ou par les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas de me contacter, de me poser des questions, des commentaires. Et un cours n'était jamais parfait. Et donc, je pense que je vais arrêter ici et à la prochaine, Inch'Allah.